Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Wine TV. Alors, je vous propose à nouveau une interview, celle d'un sage, un grand personnage du monde viticole et principalement du monde viticole bourguignon. Alors, son œuvre s'affiche sur d'innombrables murs de la planète vin dans de nombreux pays, des États-Unis à l'Australie, puisque ces cartes servent de référence pour de nombreux professionnels et amateurs de vin de Bourgogne, comme celle qui se trouve entre mes mains et qui concerne notamment la côte chalonnaise. Alors c'est avec Sylvain Pithiot que nous allons passer ce très long moment. Et si cette interview vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le partager et puis à vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos. Alors Sylvain Pithiot est aussi l'auteur d'ouvrages sur les vins de Bourgogne. Et vous trouverez en dessous de la vidéo quelques liens pour vous les procurer si toutefois vous ne les avez pas déjà. Je vous dis à très bientôt sur Culture Wine TV. Bonjour Sylvain, je suis très honorée que tu aies accepté cette interview car je sais que tu n'en accordes pas beaucoup. Alors, comme je le dis dans mon introduction précédente, les cartes viticoles de la Bourgogne qui sont ici sur le mur sont utilisées partout sur la planète. Alors, je précise la planète vin parce que les gens qui ne sont pas amateurs de vin ne comprendraient pas. Et forcément, dès que l'on évoque le vin de Bourgogne et que l'on soit amateur ou professionnel. Alors, j'aimerais que l'on puisse ici connaître un peu le dessous des cartes et pas seulement. Mais aussi faire passer des messages si tu en as à faire passer. Car si l'on prend un peu de hauteur et qu'on regarde le dessus des cartes, il s'agit d'un véritable destin. Ta vie est un véritable destin, on s'en aperçoit en creusant un petit peu. Alors, avant toute chose, Sylvain, je vais te laisser te présenter. Oui, alors, moi, je suis d'Anjou. Je ne suis pas du tout de la Bourgogne, né d'un père vétérinaire et d'une maman mère au foyer qui aidait mon papa de temps en temps puisqu'elle tenait la pharmacie de la clientèle vétérinaire. Et aucun rapport avec le vin. Et puis, j'ai vécu donc en Anjou jusqu'à à peu près mon adolescence. Ensuite, mes parents sont partis en Afrique du Nord, au Maroc. Bien sûr, je les ai suivis jusqu'à mon bac que j'ai passé là-bas en 68. C'était pas un bac très glorieux, mais bon, surtout que là-bas on faisait pas grand-chose. Mais et après, donc je suis rentré en France puisqu'il n'était pas possible de faire des études supérieures là-bas. Et je suis rentré pour préparer. J'ai fait maths spé à Lille et j'ai passé un concours d'école ça s'appelait l'ESGT, École supérieure des géomètres et topographes. Et donc j'ai commencé, après j'ai fait cette école à Paris pendant 3 ans et je suis reparti en Afrique, mais cette fois en étant marié avec Valérie, et j'expliquerai comment j'ai rencontré Valérie. Et nous sommes partis au Zaïre, maintenant ça s'appelle la République démocratique du Congo, pour mon métier de topographe sur les grands chantiers. Et en fait, je passais mon service militaire en même temps, c'était ce qu'on appelait la coopération militaire. D'accord. Et puis petit à petit a germé dans mon esprit l'envie de changer de métier. Je me suis aperçu que je n'étais pas fait pour ce métier. Et il fallait avoir dirigé des hommes de travaux publics, c'était pas mon truc. Hein. Et donc, voilà, j'ai après entrepris ma reconversion dans la vie et le vin, et plus spécifiquement en Bourgogne, puisque Valérie est née à Meursault, de parents murisaltiens et de grands-parents murisaltiens. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est le fait d'avoir rencontré Valérie qui t'a donné. Tu l'as rencontrée de quelle manière? Tu es venu. Oui, tu as raison. Voilà. T'as raison. Et en fait, au Maroc, dans ma classe, je me suis fait un copain parce que je faisais de la musique et on avait monté un petit orchestre. Et ce copain, qui s'appelle Bruno Piguet,
Piguet, c'est un nom bien bourguignon, m'avait dit pendant les vacances, à l'époque, ouais, on pouvait encore sauter un peu l'école. Si tu veux aller faire les vendanges, tu peux aller chez mes cousins, hein, puisque Bruno Piguet est un cousin germain de Valérie. Il dit les vendanges, c'est quoi? Moi, j'y connaissais rien du tout. Et donc, il me dit, tu vas là-bas, tu vas à Meursault, tu vas voir, c'est sympa. Et je suis venu effectivement faire les vendanges. Et c'est là où j'ai rencontré Valérie. Je suis venu faire les vendanges au domaine Prieur, que tu connais bien. Hein, et c'est là où j'ai rencontré Valérie. Et j'ai trouvé que non seulement l'environnement était pas mal, que les vignes, ça me plaisait, et que la fille était pas mal non plus. Donc je l'ai épousée. Ah, super. Voilà. Super. Et ensemble, nous sommes partis donc faire cette coopération militaire en Afrique noire. Et dès notre retour, j'ai entamé ma reconversion. Donc tu as rencontré Valérie, vous êtes reparti en Afrique du Nord. Et, en Afrique noire. En Afrique noire. Oui. Et donc vous êtes revenu, à quel moment de votre vie vous êtes revenu en Bourgogne? À l'issue de cette coopération militaire, hein, Oui. c'était un peu plus d'1 an. On a eu entre-temps un enfant qui est né là-bas, Amandine, notre fille aînée, la libraire, est née à Kinshasa. Et on est rentré, et c'est là qu'il a fallu organiser ma reconversion en accord avec Valérie, parce que c'est quand même, j'avais une belle situation et je recommençais à zéro. Ah oui. Et donc, pour ce faire, nous sommes partis à Mâcon, et plus spécialement à Davaillé, où j'ai suivi une école pendant une année scolaire, un CFPPA. Maintenant, il n'y en avait pas à Beaune à l'époque. Ah oui. Pour me former à l'œnologie, à la viticulture pendant 1 an. C'était avec d'autres adultes. Et entre-temps, un deuxième enfant est né à Mâcon. Et une fois que cette petite formation a été terminée, eh bien, il fallait trouver du boulot. C'était pas compliqué à l'époque. Oui. Donc, il y avait le domaine Prieur, qui est le domaine de la famille de Valérie, qui pouvait m'embaucher. Mais Valérie m'avait tout de suite dit je veux bien que tu te reconvertisses dans la vigne et le vin, c'est un beau milieu, mais faudra pas que tu viennes travailler dans le domaine familial, parce qu'on va être trop de cousins et ça va être le bazar. Donc, on avait scellé ce pacte. Et quand j'ai eu fini donc ma formation, j'ai trouvé un travail d'ouvrier viticole à Volnay. Nous habitions Meursault, dans la propriété des Herbeux, que la famille nous prêtait, parce que d'un seul coup, on n'avait plus de sous. Hein. Et donc, j'ai commencé comme ouvrier dans un petit domaine de Volnay, qui s'appelait le domaine de M. Caillet. C'est un domaine qui a disparu, et j'étais l'arpette, quoi. Enfin, le vigneron, on appelle ça un grouillot. Voilà, je faisais tout avec lui. C'était un tout petit domaine. Et c'est là où j'ai appris vraiment ce que c'était que le travail de vigneron manuel. Ouais. À Davaillé, j'avais fait plutôt de la théorie. C'était pas trop difficile au niveau du climat, et ça devait être quand même assez rude, parce que si tu étais originaire de l'Anjou, on a quand même un climat plutôt doux, et puis te retrouver dans les vignes ici en hiver avec le brouillard, le froid. C'était très dur. Ça a été très dur, et j'ai failli pas tenir le coup, parce que j'étais travail plutôt intellectuel, de bureau, de plan, voilà, d'où après mon travail de cartographie. Mais oui, et j'avais vécu en Anjou, c'était un climat plus clément qu'en Bourgogne. Au Maroc, là, c'était tous les jours la plage. En Afrique noire, il faisait chaud. Donc se retrouver, c'est sûr, en Bourgogne, c'était un peu dur au niveau du climat, puis au niveau du travail, j'étais pas aguerri. Tu veux, à la taille, à se baisser, je suis plutôt grand, donc j'avais mal au dos, etc. Donc oui, ça a été dur, ça a failli capoter, et puis non, t'es accroché. Nous avons résisté, parce que Valérie était bien à mes côtés, hein, et de temps en temps venait même m'aider dans les vignes, quand je disais j'arrive pas, je me traîne, etc. Et elle connaissait pas du tout le travail de la vigne, hein. C'est pas, en étant fille d'un domaine viticole, mais c'était des domaines où la bourgeoisie ne se mélangeait pas, et ne participait pas. Donc elle ne savait pas du tout comment le travail de la vigne, elle l'a appris avec moi. Hein. Mais
elle est très habile, elle est petite, elle est souple, donc elle venait m'aider de temps en temps quand je n'en pouvais plus. Et puis ça a duré un petit peu plus d'1 an, et après j'ai été embauché. Donc j'ai commencé à grimper un petit peu dans l'échelle de la filière vigne et vin. J'ai été au domaine du château de Choret, chez François Germain, qui lui dirigeait la maison Repiteau et qui ne pouvait pas s'occuper de son domaine. Et donc j'ai été chef de culture. Et c'est vraiment lui qui m'a appris la qualité. La notion de qualité dans le vin. Il était très très scrupuleux et il avait l'intelligence de la qualité. Et donc là, je suis resté à peu près 5-6 ans. Et ensuite, là, c'était plutôt sur la partie viticulture ou la partie vin? Les deux. Les deux. J'étais ce qu'on appelle chef de culture, c'est-à-dire j'étais pas régisseur parce que c'est lui qui tenait les comptes et qui déterminait les orientations, mais je m'occupais des deux et j'avais une équipe de Portugais avec moi, des gens formidables qui connaissaient très bien le métier, beaucoup mieux que moi, et on s'entendait, on s'est bien entendu avec ces gens merveilleux. Et donc je m'occupais de la vigne et de la cave, et mise en bouteille, etc. François Germain venait de nous aider de temps en temps. Toutes ses vacances, il les passait au domaine. Et puis après, un de ses fils, Benoît, a voulu rentrer dans la propriété. Donc moi, je suis parti, bien évidemment. Et à ce moment-là, c'est là où je suis rentré aux Hospices de Beaune, où j'ai été vigneron des Hospices de Beaune. C'est une place très prestigieuse à l'époque, parce que le revenu qui en découlait était plutôt confortable. Les vignerons étaient payés au pourcentage de la vente. À l'époque, ça a changé tout ça. Dommage donc, pour eux que ça ait changé. Surtout en ce moment. Il y a eu des creux, des petits creux de vague, mais c'est vrai que oui. Et donc, je ne sais pas trop comment j'ai atterri là, parce qu'en fait, je n'étais pas du sérail. J'étais un petit peu vu comme le gars qui était parachuté. Donc, je ne sais pas comment ça s'est fait. J'ai posé ma candidature. À l'époque, beaucoup de monde voulait être vigneron des Hospices. C'était en même temps dans un cursus, c'était bien. Et puis, il y avait un bon salaire. Donc j'ai atterri là et il a fallu que j'achète du matériel parce qu'il fallait avoir son tracteur, il fallait avoir ses outils, il fallait avoir ses caisses à vendange, il fallait avoir tout ça. C'était comme une tâche. C'était comme une tâche de 2,5 hectares. Moi j'avais une cuvée de Savigny et une cuvée de Corton. Et donc j'ai acheté un tracteur, un pauvre tracteur vieux, bon, mais qui a très bien fonctionné. Et puis voilà, j'ai fait ce travail de vigneron des Hospices et parallèlement, j'ai eu l'opportunité d'avoir une location de vigne à Los Cortons, 1 hectare, qu'on faisait à Grälerie, en plus de notre travail des Hospices où elle m'aidait, bien que ça soit interdit, mais elle venait m'aider. Après, ça a évolué. Et puis, j'étais aussi consultant dans un domaine à Choret-les-Beaunes. Donc j'avais les 3 casquettes. Et bon, j'avais des journées bien remplies. Et à ce moment-là, aucun regret sur ton ancien métier? Aucun. Non, aucun. Sauf que c'est là où la cartographie aussi est entrée en ligne de compte et qui se raccrochait à mon ancien métier. D'accord. À quel moment deviens-tu régisseur du Clos de Tart? Alors voilà, oui. À un moment donné, vers l'année 95, toutes mes différents boulots, j'avais à peu près dans la vigne et le vin, j'avais en plus de la cartographie, on en parlera plus tard, mais 3 casquettes, vigneron des Hospices, fermier d'une vigne à Los Cortons et puis consultant enfin d'un domaine. Tout ça tombait. C'est-à-dire que c'était l'époque où les ventes des Hospices avaient beaucoup chuté, et donc le pourcentage avait également chuté. La vigne que nous louions, le propriétaire qui était aux États-Unis avait eu des revers de fortune, il la mettait en vente. Et moi, je n'avais pas les sous pour l'acheter. Et puis, le domaine que je dirigeais, que je consultais à Choret, avait des problèmes aussi de tension familiale. Ça
ça gazait pas très bien. Donc j'avais que mes trois jobs qui commençaient à foirer un petit peu. Et donc j'en ai parlé à des amis, je leur ai dit voilà ce qui m'arrive. Puis on avait eu encore un autre enfant entre-temps, 3 enfants. Valérie ne travaillait pas, elle n'aimerait pas que je dise ça, mais elle s'occupait des enfants. S'occupait des enfants. C'était déjà une bonne tâche. Et donc j'ai prévenu des copains, mon entourage, leur dire ben voilà, je vais être sur le marché du travail, il faut que je trouve quelque chose. Et c'est comme ça que par hasard, ça s'est fait par un ami qui a rencontré un membre de la famille Momessin dans un avion. Je crois que c'était dans un vol qui allait au Japon. Et cette personne de la maison Momessin a dit à mon ami on a notre régisseur du Clos-de-Tard qui va bientôt prendre sa retraite, il va falloir qu'on le remplace. Et tout de suite, mon ami très sympa qui avait ça à l'esprit dit j'ai un copain, il s'appelle Sylvain Pitiot. Ah, mais l'autre de Momessin, mais je le connais, il n'a pas fait un passage à Davaillé. Si, tout à fait. Tu vois, il y avait un petit lien. C'est incroyable. Il y avait un petit lien, parce qu'en fait, ce type-là de la famille Momessin m'avait proposé un travail dans le négoce Momessin. D'accord. Et ça ne m'avait pas convenu, je ne voulais pas rentrer dans un négoce. Et donc, voilà, ça s'est fait le lien, et c'est comme ça que je suis arrivé au Clos-de-Tard. Par ce biais, cette chance, cette providence. Tu parlais de providence, et là c'était vraiment la providence, vraiment, vraiment. Donc te voilà arrivé au Clos-de-Tard. Alors je pense, c'est un secret pour personne, mais tu es un fervent chrétien. Alors peut-être, je me suis dit que tu étais peut-être un moine dans une vie antérieure, je sais. Et te retrouver quand même à la tête de ce domaine, à l'histoire si particulière, effectivement, comme on le disait, moi je pense que c'est pas autre chose que la providence en fait. Hein. Et est-ce que tu as pris pleinement conscience de cela dès le départ? Non, pas dès le départ. Quand on m'a parlé du Clos-de-Tard, qu'il y avait une possibilité, je connaissais juste par la cartographie, et en fait je ne connaissais pas du tout le domaine, donc bien sûr je suis allé voir ce qui s'y passait, et puis j'ai étudié un peu l'histoire, et je me suis effectivement aperçu que le Clos-de-Tard était le domaine issu d'une abbaye de cisterciennes, et donc ça m'a bien sûr interpellé, puisque comme tu l'as dit, je suis chrétien, catholique et plutôt engagé, et alors ça a renforcé mon envie, mon envie de rentrer dans ce domaine. Et oui, ça a été une part. Ensuite, ça a été une part importante du bonheur que j'ai eu pendant 20 ans au Clos-de-Tard. Il n'y a pas eu que des choses faciles, quoique j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ce domaine et avec les propriétaires qui étaient des gens charmants, mais ça a donné une dimension supplémentaire qui n'était pas des moindres pour moi. Donc notamment ce lien avec les cisterciens. Donc j'avais les moines de Cîteaux qui étaient à côté au Clos de Vougeot, et puis j'avais au Clos de Tard les moniales cisterciennes de l'abbaye de Tarbes. Donc j'étais vraiment dans un monde qui me plaisait beaucoup. Ouais. Donc c'est vrai que ça a beaucoup joué dans l'agrément de cette fonction de régisseur au Clos de Tarbes. Est-ce que ça te donnait une impression finalement, même s'il y a le quotidien du métier qui te happe tous les jours, mais est-ce que tu as eu la sensation finalement de te sentir vraiment en communion avec cette terre, avec ce clos, avec ce domaine? Et complètement, ouais. Et ce qui a aussi occasionné des recherches historiques, parce qu'en fait, la famille Momessin, qui était les troisièmes propriétaires, parce que le Clos-de-Tard a été créé au XIIe siècle par ces religieuses de Tarbes. Ensuite, ça a été les Marais-Monges, donc que des grands personnages bourguignons qui ont été propriétaires jusqu'à la crise des 29-30. Et c'est à ce moment-là que les Momessins, par hasard, ont acheté le domaine aux enchères. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tous les cas, ça a été oui, je me suis intéressé à cette histoire oui. qui n'avait pas été vraiment creusée et qui a été passionnante. Et donc, ça m'a rattaché entre le monde de la vigne, des moines
démonial. Et puis ensuite, bah, il ne fallait pas seulement en rester là, il fallait quand même faire revivre ce domaine qui était un peu au fond du fossé. Ouais. Hein, la famille Momessin l'avait acheté un peu par hasard et puis l'avait mis un peu de côté. Ils avaient une affaire de négoce. Tous les vins du Clos de Tart étaient commercialisés par le négoce Momessin qui était à Mâcon et qui était plus spécialisé à l'époque sur du Beaujolais, mais qui achetait aussi quelques vins sur la côte, mais le Clos de Tart n'était pas valorisé. Et ils se sont aperçus à un moment donné, au moment du changement de régisseur, entre l'ancien régisseur, Henri Perrault, et puis moi-même, qu'il y avait peut-être quelque chose de nouveau à faire et à faire ressortir ce domaine et à le faire connaître. Quand même un des 33 grands crus de la Bourgogne et un monopole. Ouais. Hein, il n'y a que 5 grands crus monopoles en Bourgogne, hein, et ce n'est pas les moindres. Hein. La Romanée Conti, la Tache, la Grande Rue et le Clos de Tart qui était le plus grand en superficie. Donc il y avait toute une histoire et quelque chose à développer pour faire émerger ce domaine de la léthargie. Hein. Tu en as pris conscience qu'après, finalement. Oui, c'est une belle endormie. Ouais. Et quand je suis arrivé là-bas, et quand Valérie est venue, elle me dit, mais c'est magnifique ici, mais tu avais encore le linge du vigneron qui séchait au milieu de la cour, le tas de bois, les WC, quand les clients venaient, c'était des WC qui étaient dehors. Enfin, tu vois, c'était vraiment très, très rustique. Il y avait tout à faire. Ouais. Et j'ai eu cette grande chance que les propriétaires m'ont fait confiance et en fait ils m'ont dit voilà la clé de la maison, voilà le compte en banque, il faut que ça sorte un petit peu hein, de ce sommeil, débrouillez-vous. Et ça a été merveilleux parce qu'en fait j'ai géré ça comme si ça avait été mon propre domaine. Oui. Et il y avait dans ce domaine une petite statuette qu'on appelle la Vierge de Tart, qui est une statuette qui était mise dans un mur en haut. Tout le monde pensait qu'elle était en pierre, mais en fait elle était en bois. Quand je me suis intéressé à l'histoire du Clos de Tart, je me suis éventuellement intéressé à cette statuette, je l'ai fait descendre, et puis on s'est aperçu qu'elle était en bois, qu'elle était magnifique. En fait, c'était une statuette du XVe siècle et qui s'appelait la Vierge de Tart. Et donc, cette statuette, dans tous les travaux qu'on a fait dans le domaine, on l'a rabaissée pour qu'on puisse mieux la voir, mais on l'a mise à l'abri. On a fait une copie qu'on a mis dehors. Et je l'avais mise, cette statuette d'origine, dans la salle du vieux pressoir, qui était devenue une salle de réception. Et tous les matins, j'allais la voir. Voilà, j'étais obligé de passer devant elle pour aller à mon bureau. Et donc, tous les matins, je passais et je faisais ma petite génuflexion devant la Vierge de Tart. Et je lui disais bonjour et je lui demandais qu'elle me bénisse et qu'elle surveille ma journée. Ce qui est quand même... et qu'elle évite de temps en temps les grêles, les mildious, les oïdiums. Enfin, je lui demandais beaucoup de choses. Et elle a été formidable. Elle a été formidable. Ce qui est incroyable parce qu'on a l'impression, finalement, il n'y a pas très longtemps que tu es parti du Clos de Tart. Et quand on compare tes propos avec ce monde actuel qui est... quand même très matérialiste, où tout est très rapide, où en fait on s'imagine être dans ton monde du Clos de Tart avec ce recueillement finalement. Combien de vignerons dans ce monde peuvent dire que chaque matin ils se recueillent devant la Vierge qui est au sein du domaine. C'est un grand privilège en fait. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, au regard de ton histoire à toi. Oui. Et le domaine, si tu veux, le domaine respirait le côté paisible d'un monastère. C'était presque comme un monastère, très beau, très, très pur, pas du tout clinquant, tu vois, comme les cisterciens, quoi. C'était très épuré, comme l'art roman. Hein, il n'y avait pas de bling-bling du tout, mais il y avait une harmonie extraordinaire. Et tous les matins, quand je rentrais dans le domaine, j'avais cette impression de sérénité,
paisible, c'était calme. Après, ça s'activait, bien sûr, hein, mais je ressentais tous les matins cette chape de protection divine. Pour moi, je ressentais comme ça. Et je peux t'assurer que tous les gens, après, quand j'ai commencé après à commercialiser le Clos de Tarbes en direct et plus par la maison Momessin, tous les importateurs, les clients qui venaient, quelle que soit leur culture et quelle que soit leur croyance, tout de suite ressentaient ça. C'était tout à fait naturel. Hein. Et il y avait, le domaine était baigné par cette ambiance chrétienne, par la Vierge de Tarbes, par ces bâtiments où autrefois il y avait une croix sur un des murs, puisque c'était quand même le domaine d'une abbaye. À côté, il y avait l'église qui était juste en face, et tous les matins à 7 h, l'Angélus, à midi, et le soir à 7 h, gling, 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 gling. Hein, donc il y avait tout cet environnement, et quand on était à l'intérieur des murs du Clos de Tarbes, on était un petit peu en dehors d'une vie, comme tu l'évoquais, d'une vie plus matérielle, plus rapide, un peu déshumanisée, hein, de plus en plus, malheureusement. Et donc, tu t'imagines le bonheur que j'ai pu avoir pendant 20 ans dans ce cadre-là. Vraiment, ça a été merveilleux. Et Valérie, je travaillais beaucoup. Hein. Il ne faut pas croire que tout ça se faisait tout seul. Et je travaillais au moins 12 heures par jour, y compris le samedi matin. Et Valérie m'a accompagné beaucoup dans cette, dans ce travail, en comprenant qu'il fallait y passer du temps, parce qu'il a fallu quand même remonter le domaine, et puis en comprenant que je m'y sentais bien. Et elle me dit, tu vas au travail? Non, je disais toujours, non, je vais m'amuser, moi. Je partais tôt, je rentrais tard. Voilà, bon, les enfants étaient déjà élevés, c'était plus facile. C'était plus facile. Est-ce que tu crois que tu aurais pu avoir cette vie spirituelle si tu avais été dans un autre domaine, finalement, un domaine, peut-être un domaine familial dans lequel tu serais resté? Est-ce que tu crois que ça aurait tu aurais pu avoir cette même vie intérieure, en fait? Oui, non, pas évident. Mais j'aurais peut-être pu l'avoir au domaine prieur si je m'étais occupé du domaine familial, bon, qui était aussi avec des gens qui étaient du même bord que moi, si je puis dire. Mais non, en plus là, c'était la grande intelligence des propriétaires qui ont tout de suite senti ça. Puis je le cachais pas, je cachais pas mes convictions, mais je les étalais pas non plus à longueur de journée. Mais ils ont tout de suite compris ça, et ça leur convenait bien. Ça leur convenait bien, et donc ils m'ont accompagné très sans beaucoup d'interférences. À tel point, je raconte toujours cette petite anecdote, c'est que la famille, notamment le papa Momessin, Henri Momessin, qui a vécu pendant 3 siècles, je m'explique, il est né au 19e, il a vécu tout le 20e et il est mort au 21e, c'est-à-dire à l'âge de 103 ans. Ah oui. Et c'était un monsieur extraordinaire, et quand il allait pas bien, il m'appelait, et il me dit, Sylvain, est-ce que je peux venir vous voir? J'en ai marre, je n'ai pas le moral. Donc il venait. On allait voir les vignes. Il est venu jusqu'à 100 ans, hein, comme ça, avec des voitures rapides, parce qu'il aimait bien ça. Et on allait en cave, on dégustait. Et puis à la fin, il me dit, Sylvain, il me faudrait un petit peu de vin. J'ai des amis là. Je dis, allez, bien sûr. Ah, mais je vous les achète. Hein. Et tous les gens de la famille, il n'était pas question qu'ils prennent une bouteille comme ça. Ils achetaient. Et puis, ils n'avaient pas la clé du domaine. D'accord. Quand Henri Momessin est mort, c'est Didier Momessin qui était mon patron qui a pris la suite. Didier n'avait pas la clé du domaine, et quand il voulait venir au domaine, il me téléphonait, il me dit, Sylvain, est-ce que vous êtes là? Je voudrais vous voir. Voilà, donc il venait, je dis, non, je ne suis pas là cet après-midi, ou je pars en voyage, parce que je voyageais comme je voulais, enfin, pour le boulot. Hein. Et donc, pour te dire, tu vois, cette confiance absolue
de la famille où on respectait la règle, c'est-à-dire on ne se sert pas des bouteilles comme ça, hein, facture, et puis il y a Sylvain est là, on n'y vient que s'il est là et on n'a pas la clé. Le gardien des lieux, en fait. C'est le gardien des lieux. Qui avait cette position-là sur la côte, hein, c'était une situation unique. Est-ce que c'est toujours régi de la même façon? Non, alors là on va moins en parler. On va moins en parler. On va moins en parler, mais ça a évolué, c'est normal que ça évolue. Le domaine a fini par être vendu, la famille a décidé de vendre avec leur... C'est triste, j'ai trouvé ça moi très très triste, mais quel bonheur, encore la Providence a joué en ma faveur d'avoir pris ma retraite juste avant la vente. J'ai participé aux négociations comme j'ai pu, avec une modeste contribution. Mais j'y ai participé et ensuite, finalement, je me suis dit, c'est bien, je suis parti au bon moment. Parce que la famille Momessa m'avait dit, mais vous pouvez rester encore, pourquoi vous voulez prendre votre retraite? J'ai dit, mais j'arrive à l'âge, c'est comme ça, je préfère m'arrêter. Les choses se sont encore bien passées au bon moment. Ça s'est bien passé et maintenant, ça n'a plus la même âme, c'est autre chose, je ne porte pas de jugement, mais je pense que j'ai été heureux et que je le serai moins dans les conditions actuelles. Voilà. Maintenant, Sylvain, parlons des cartes. Alors, à quel moment tu commences à travailler sur les cartes avec Pierre Poupon, qui est donc ton beau-père? Il s'est formé lui-même, c'était un vrai autodidacte. Il s'est formé par la lecture. Passionné de littérature, il connaissait tous les grands auteurs et vraiment un écrivain. Non, il n'était pas cartographe, lui il écrivait. Il a écrit beaucoup de livres sur la vigne et le vin, sur la dégustation, sur la littérature aussi, mais pas du tout cartographe. D'accord, je croyais qu'il était... Voilà, mais simplement que quand je suis rentré dans cette famille et que j'ai décidé de changer de métier avec l'assentiment de Valérie, mon beau-père m'a dit, bon, vous avez un beau... J'étais ingénieur, donc j'avais une situation correcte. Vous avez un beau job, vous voulez vous lancer dans la vigne et le vin. Ok, mais je pousse pas dans cette direction-là. C'est votre choix. Je vous accompagnerai, mais je ne vous aiderai pas forcément. Voilà. Je ne veux pas être la personne qui vous aura poussé dans cette voie, parce que ce n'est pas évident. Hein, personne ne vous attend dans ce métier. Et donc, c'est un libre choix de votre part, mais quand vous aurez besoin de moi, vous venez, on en discute, mais je vais pas pousser pour que vous alliez dans cette direction. Et donc... dont acte, c'est parti. Et quand j'ai redémarré donc cette reconversion, il a fallu que j'étudie un petit peu la Bourgogne, la côte. Et puis j'ai regardé, comme j'avais cette formation de topographe et cartographe, tout ce qui était carte m'intéressait, donc j'ai regardé ce qui existait. Et un jour je dis à mon beau-père, mais vous n'avez rien d'autre que ces cartes Larma, c'était des cartes Larma, qui étaient la dernière édition datée de 42, et on était dans les années 80. Je dis, il n'y a rien d'autre de mieux. Il m'a dit, non, il n'y a rien, c'est toujours celle qu'on a actuellement, mais si vous voulez, vous avez qu'à en faire une, vous n'avez qu'à faire des nouvelles cartes. Je lui dis, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Ah oui, moi je croyais que ton beau-père, comme c'est les cartes Pitio et Poupon, je pensais que ton beau-père avait commencé déjà à travailler sur les cartes. Alors j'ai commencé à faire ces cartes, je lui dis, bon... C'était un travail un peu considérable, j'avais beaucoup de boulot, j'étais fatigué parce que je n'avais pas l'habitude de travailler dans les vignes, donc le soir je rentrais, j'étais un peu fourbu, mais j'ai travaillé ça la nuit. Heureusement, j'ai la chance de ne pas être obligé de beaucoup dormir. Et donc, je faisais la nuit ma cartographie, avec des plans du cadastre. À l'époque, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas... Maintenant, on fait tout sur un petit ordinateur. À l'époque, c'était que des plans papier, quoi. Il fallait avoir toutes les feuilles de cadastre. C'était un bazar pas possible, mais j'aimais ça. Et j'ai commencé, commune par commune, village par village, à dessiner les cartes. Et puis, mon frère, qui lui était géomètre,
qui avait fait à peu près les mêmes études que moi et qui était installé à son compte, a dessiné ce qu'on appelle les fonds de carte, hein, c'est-à-dire tout ce qui était chemin, village, collines, etc. C'est lui qui a fait les fonds. Et puis à l'intérieur, on a inséré le vignoble. Hein. Donc tout ça, ça s'est fait pendant pas mal d'années. Et pour ça, tu as dû aller beaucoup sur le terrain, vérifier. Beaucoup aller sur le terrain, Ouais. et dès que j'avais un peu de temps disponible, j'allais aussi au cadastre, dans les services du cadastre, pour travailler, et soit à Dijon, soit à Beaune, soit à Châlons, parce que comme par hasard, le cadastre à l'époque, toute la côte de Nuit, ça s'arrêtait à Vougeot. Donc pour le cadastre, au nord de Vougeot, il fallait aller à Dijon. Entre Vougeot et Centenay, c'était à Beaune, et puis il y avait les Maranges qui étaient sur Chalon-sur-Saône, puisque Saône-et-Loire. Donc tu vois la complexité de la chose. Mais bon, je faisais ça petit à petit, gentiment, comme un moine. Un travail de scribe. Un travail, exactement. Le moine scribe. Hein. Et c'est simplement que quand ça a commencé à vraiment prendre tournure, que mon beau-père a dit, mais les cartes, toutes seules, il ne faut pas les lancer comme ça, seules. Il faut d'abord les étayer dans un livre. Et c'est là où il m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, voilà, il y a l'Atlas Larma, il est obsolète. Hein, on va faire ensemble un nouvel atlas. Et ça a été le premier atlas des grands vignobles de Bourgogne en 2 volumes. Ouais. Hein. Et là, lui s'est occupé de tous les textes de présentation, hein, fort bien faits, qui sont toujours même dans les derniers bouquins. Et puis, moi, je me suis occupé donc de la partie cartographie et de toute la partie des tableaux, parcelle par parcelle, d'écrire les climats, répertorier les propriétaires, etc. Et lui faisait tous les textes, et puis on a construit ce bouquin ensemble. Et donc le livre est sorti en 1985, double volume, c'est encore toute une aventure, parce qu'il fallait trouver un éditeur, etc. Mais mon beau-père qui écrivait connaissait déjà le monde de l'édition. Et le livre est sorti, et juste après la sortie du livre, on a sorti les cartes. Ah oui. Les cartes étaient dans le livre par village, 36 cartes, hein, puisqu'il y a 36 villages. Et ensuite, on a réuni tout ça pour faire la carte Côte de Beaune, Côte de Nuit. Et les cartes sont sorties un an après, en 86. Grâce à un bonhomme formidable qui s'appelait Jacques Michaud, qu'on avait rencontré, qui était à Beaune, qui avait une petite entreprise de police de caractère. Hein. Puis c'était un photographe, un type génial. C'est lui qui a, par exemple, Jacques Michaud, qui a mis au point la loupe qu'on trouve encore aux Hospices de Beaune pour regarder le polyptyque, le triptyque de Van der Weyden. Il y a une loupe qui sert à voir la trame du tissu. Ça, c'est ce monsieur Michaud qui l'a mise au point. Monsieur Michaud travaillait aussi pour Hermès. C'est lui qui a fait pas mal de motifs de foulard Hermès. Il faisait aussi des timbres-poste. Il travaillait on le consultait pour la poste, où il faisait des jolis timbres. C'était quelqu'un de très, très méticuleux. Et avec lui, on a réalisé toutes les cartes. Il n'y avait pas de numérique, c'était tout des calques. Une histoire. Il y aurait de quoi faire un bouquin rien qu'avec ça. Mais le résultat était formidable. Ouais. Et tout de suite, les cartes ont eu du succès. Elles ont eu beaucoup de succès, oui. Alors, à partir de quel moment elles ont eu un vrai succès? Immédiatement ou est-ce que l'engouement a été progressif? Ça a été perçu comment? Ça a déjà été un petit peu une aventure, parce que quand on consultait les vignerons s'intéressaient pas beaucoup à ce qu'on faisait, ou ne répondaient pas à nos questions, parce qu'on est allé voir, surtout moi, je suis allé rencontrer parfois des vignerons pour leur dire, mais je comprends pas là, pourquoi le climat tel il est comme ça, l'autre. Bon, donc j'avais besoin parfois de précision de terrain. Et donc, je n'étais pas toujours bien perçu. Et puis, une fois qu'on a sorti les cartes, alors là, on a eu un tas de vignerons qui nous sont tombés dessus. Enfin, je dis un tas, pas tant que ça finalement.
Mais quelques-uns nous sont tombés dessus en nous disant « mais pourquoi vous avez mis ça ?» Une anecdote, autrefois le Côte de Nuit Village, c'était dans une catégorie qui n'était pas les Bourgognes génériques ni les appellations village, ils appelaient ça des Bourgognes sous-génériques. Et c'était la dénomination officielle de l'INAO. Et donc on avait mis ça en légende, pas là où il y a du Côte de Nuit Village ou Côte de Beaune Village, appellation sous-générique. Et là, bien sûr, les vignerons qu'on avait pourtant interrogés, on leur avait montré tout. Et ils nous ont dit, mais le sous-générique, c'est complètement dévalorisant. Comment ça se fait que vous avez mis ça? Bon, tu vois, des histoires comme ça. Alors, il a fallu qu'on change ensuite. Et puis, là, cette dénomination a été abandonnée par l'INAO et c'est rentré dans la catégorie des villages. Bon, des petites anecdotes comme ça. Mais en dehors de ça, oui, ça a été très, très, très bien perçu. Le livre, en 2 volumes, qui avait été tiré à 4000 exemplaires, c'était quand même un gros tirage, parce que c'était un livre d'un gros prix de revient et donc d'un gros prix de vente, a été vendu relativement rapidement. Et les cartes, très, très vite, il a fallu les rééditer, hein, les réimprimer. Donc oui, il y a eu un attrait assez rapide, parce qu'il y avait ce gros trou entre les Larmas, dont les dernières éditions étaient de 42, hein, et puis tu te rends compte, là on était dans les années 85-90, donc pendant plus de 40 ans, il n'y avait rien eu de nouveau. Donc je suis tombé encore au bon moment, quoi. Elles ont toujours le même engouement, si ce n'est plus. Oui, les ventes ne faiblissent pas, et on en est à la 13e édition, puis j'en ai fait bien d'autres depuis, hein, parce qu'il y a eu aussi ce petit bouquin, là, Les vins de Bourgogne. Ça, c'est l'histoire de mon beau-père aussi. Ce petit bouquin, mon beau-père l'avait créé en 1952. Que tu coécrivais à un moment donné avec Jean-Charles Servan. Exactement. Oui, moi, j'ai les Mon beau-père a commencé en 52 et il a tenu ça avec M. Forgeot, qui était à l'époque le président du syndicat des négociants. Et pendant 40 ans, mon beau-père a fait ce livre en français, anglais, japonais, etc. Puis petit, puis il grossissait. Et puis en 92, mon beau-père m'a dit bah, « moi j'arrête, voilà, est-ce que vous voulez reprendre l'affaire ?» Et donc c'est là où on est allé voir Jean-Charles Servan, qui était à l'époque co-directeur du BIVB. Et Jean-Charles a dit bah, « ok, on fait ça tous les deux ». Et on a pris la suite et on a un petit peu remodernisé le bouquin, augmenté le nombre de cartes, on a mis de la couleur parce que c'était en noir et blanc, et on a travaillé avec Jean-Charles jusqu'en 2018, en parfaite harmonie. C'est un homme charmant. C'est une Bible, ce livre. C'est la Bible des vins de Bourgogne. Si on veut savoir quelque chose sur les vins de Bourgogne. Et maintenant, c'est mon gendre, Laurent Gauthier, qui a repris, et je reste avec lui un petit peu pour l'aider et pour assurer le tuilage. Fantastique. Voilà. Par rapport à ce métier justement de cartographe, où tu dis que tu continues, elles sont rééditées, etc. Est-ce que tu penses que c'est un métier qui est encore utile, encore considéré du fait justement des images satellites, de tout ce qui est fait des drones. Comment tu vois ce travail de cartographe, de scribe, hein, pour en revenir à cette fonction, par rapport à ces nouvelles technologies plus. Oui, nous nous sommes adaptés. Hein. Les premières cartes ont été faites en photogravure avec 8 couleurs, 8 calques superposés l'un sur l'autre avec ce génial monsieur Michaud. Maintenant, tout se fait sur ordinateur avec des petits logiciels qui ne sont pas très compliqués. Mais les versions papier de ces cartes sont toujours demandées par les amateurs. Les gens aiment bien les images, de toute façon. Hein. Dans un livre, quand on ouvre un livre, on parcourt, puis on regarde d'abord les photos, et les cartes, c'est des images. Hein. Et les gens aiment beaucoup regarder ça. Alors même si, aussi, avec un autre associé, nous avons fait une application, une grosse application,
sur les iPhones, les iPads et puis bientôt maintenant sur le système Android, qui s'appelle Climat Vinea et qui reprend toutes les cartographies de la Bourgogne et aussi tous les textes, et puis qui a été enrichi avec de l'histoire, avec des monographies sur des domaines et de la toponymie, puisque depuis maintenant 2012, Marie-Hélène Landrieux-Lucigny, ma co-auteure pour le livre Climat et lieux-dits des grands vignobles de Bourgogne, s'occupe de toute la partie toponymie. C'est son métier, elle était prof de lettres, et donc elle s'est toujours intéressée à la toponymie, et quand elle avait fait son agrég, son doctorat portait sur les lieux-dits du vignoble bourguignon. Donc l'origine des noms de lieux. Voilà, l'origine des noms de lieux. Voilà, et on s'est associé avec Marie-Hélène pour faire un nouveau bouquin qui est la suite de l'Atlas en 2 volumes, qui comporte une partie Atlas avec encore des textes de mon beau-père qui ont été un peu modernisés, des tableaux, des cartes, et puis Marie-Hélène qui a fait toute la partie toponymie, c'est-à-dire étude de l'origine des noms de lieux. C'est incroyable en fait toute cette histoire, parce que non seulement tu es là, on est en train de se parler, mais tu vas laisser l'empreinte que tu auras laissée au travers de l'histoire bourguignonne est incroyable. Écoute, oui, si je peux laisser une petite pierre. À mon avis, elle n'est pas que petite. Une fois que je serai, j'espère, dans les bras du Seigneur, après le reste, ça ira autrement. Ouais. mais oui, bien sûr, hein, c'est vrai que c'est assez. Sortir un livre, c'est toujours un moment très émouvant, ouais. Et gratifiant en même temps, parce que c'est vraiment une somme de beaucoup de travail, et c'est un plaisir quoi, de voir un livre sortir. Pour moi, tu vois, j'ai beaucoup plus de plaisir à consulter un livre que malgré tout à regarder notre ouais. application qui est absolument ouais. extraordinaire. Ouais. Mais l'application est un outil, et ça, c'est un ouvrage. C'est ça, en fait, voilà. Je pense. Ouais. L'application, elle a aussi l'avantage, c'est que, si tu veux, elle réunit plusieurs livres, donc tu ne peux pas te balader dans les vignes avec ta bibliothèque, ouais. alors que là, tu as tout, hein, et puis en même temps, il y a la géolocalisation. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est très, très pratique, ouais. c'est formidable. Ouais. Mais on constate, il n'y a pas de baisse depuis pas mal d'années sur... la vente des livres et des cartes. Il y a une baisse à cause du Covid, ça, d'accord, ouais. mais en dehors de ouais. ça, non. Et alors, au-delà des livres, etc., de tout ce qui est déjà transcrit, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message, je dirais, par rapport à toute cette nouvelle génération qui, je dirais, ne vit qu'à travers le numérique, en tout cas pour certains. Quel serait ton message par rapport à ça? Mon message serait de dire... D'abord, il y a eu ce classement UNESCO de notre partie de vignoble qui n'était pas fait pour faire venir plus de touristes, etc. Il y en a suffisamment, voilà. Mais pour que les vignerons et les jeunes se rendent compte de ce patrimoine qu'ils ont, hein, qui leur est donné, hein, en fait. Bon, ça se transmet après de façon plus ou moins facile, mais c'est un patrimoine qui est là et qui est donné. Ça, c'est une première chose d'extraordinaire. On a une chance folle d'être dans ce milieu. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est que la Bourgogne, on va parler plus spécifiquement de la Bourgogne, mais c'est un peu pareil dans les autres régions viticoles, c'est que la Bourgogne essaie de ne pas perdre son âme. Et ça va être plus compliqué. Ouais. Ça me fait un peu peur. Alors peut-être que j'ai aussi le fait du vieillissement et tu vois, j'ai plutôt tendance, quand on vieillit, à se dire c'était mieux avant. Bon, ouais. Y a toujours un petit peu ça, c'est vrai. Mais là, je vois que les choses s'accélèrent. Ouais. Ouais. Même si elles ne sont que ponctuelles en Bourgogne, ça ne représente pas grand-chose, cette arrivée massive de très gros capitaux, mais ça me fait peur, et moi je l'ai vécu un peu au Clos de Tard.
où l'âme n'est plus la même. Ouais. On a l'impression que ça ne va pas s'arrêter, la montée des prix du foncier. Et je pense qu'on peut le constater avec une certaine tristesse quand même. Oui, bien sûr, oui, c'est très triste. Alors ces gros capitaux permettent effectivement, si on prend l'exemple du château de Pomarde, avec des énormes moyens consacrés à la rénovation de notre patrimoine, mais... C'est des gens formidables, hein. Oui, ce sont des gens formidables, ce sont des mécènes, ce sont oui. des gens qui ont effectivement gagné beaucoup d'argent, mais ça, c'est parce qu'ils ont su valoriser leur talent. Mais en même temps, ce sont des mécènes, mais il ne faut pas que... Le danger, si tu veux, moi que je trouve, c'est que le vignoble devienne que du placement financier et qu'on achète ça comme on achète un tableau, hein, et qu'après, ça prend. Et puis que les générations futures puissent mais plus il y a de la hériter. résistance, heureusement. Il y a toute une génération de plus jeunes qui sont bien conscients de ce phénomène et qui gardent la tête froide, et ça, il faut vraiment qu'ils y fassent attention, quoi. C'est un défi important de ces années. Pour l'instant, je trouve qu'on ne va pas vraiment dans la bonne direction, bien qu'il y ait beaucoup de résistance. Hein. Oui. Mais moi, tu vois, avec Valérie, on a recréé un petit vignoble en Provence, hein, au Beau de Provence, avec de l'huile d'olive. Et ben, là-bas, je m'y sens maintenant presque mieux que dans les vignobles ici. Ouais. Non pas que le vignoble ici est pas d'intérêt, mais je ne ressens pas encore là-bas cette pression. Cette dimension, cette pression de l'argent. Cette pression, et on y travaille nous-mêmes aussi de nous-mêmes. On ne peut pas tout faire parce que d'abord on est à 500 km et puis qu'on prend de l'âge, donc on fatigue un peu plus. Mais on a beaucoup de bonheur et de joie à retravailler dans ce milieu qui reste encore paysan, si je puis dire. Voilà, paysan, pas trop. C'est en train aussi de bouger un peu, parce que dans les Beaux de Provence, c'est un peu bling-bling parfois, mais ça reste quand même très rural. Hein. Et donc, c'est raisonnable. Disons, c'est raisonnable. Tu veux acheter un morceau de terrain, c'est pas trop infaisable. C'est pas infaisable. Non. Donc voilà, c'est cette déviation qui me fait un petit peu peur, et je voudrais dire à ceux qui vont suivre. Surtout, ne perdez pas cette âme de la Bourgogne qui est unique. Oui. Il y a aussi une âme dans les Côtes-du-Rhône, il y a aussi une âme à Bordeaux, évidemment, mais ce n'est pas la même. Mais c'est pas la même. C'est pas la même. Ouais. Et cette âme de la Bourgogne, elle fait son succès. Ouais. Elle fait son succès. Tout le monde veut venir en Bourgogne, tout le monde veut acheter des vins de Bourgogne. Alors il y a aussi le phénomène de rareté qui fait que plus c'est rare, plus ça excite les gens. Mais qu'est-ce qui a fait ce succès? À mon avis, c'est ça. C'est son histoire, cette authenticité, cette ruralité. Hein. Et c'est ça qu'il faut conserver. Tu passes devant le domaine de la Romanée Conti, tu t'aperçois de rien. Tu passes devant, il y a rien. Hein. Bon, tu passes devant les grands châteaux de Bordeaux, c'est pas pareil. Mais ils nous sont très utiles aussi, hein, évidemment. Mais tu vois, c'est deux mondes différents. J'ai l'impression que les amateurs aiment ce côté qui est encore préservé. Encore préservé, encore authentique. Pourvu que ça dure. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Donc, je voulais aussi aborder avec toi un volet de ta carrière. Tu as eu une participation dans l'inscription des climats du vignoble bourguignon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que tu peux dire sur le rôle que tu as eu et avec aussi avec du recul, qu'est-ce que tu penses que ça a apporté à la Bourgogne, avec le peu de recul que nous avons, qu'est-ce que ça a apporté à la Bourgogne? Oui. Alors, ma contribution a été modeste dans cet édifice qui a démarré peut-être dans les années 2004-2005. Hein. Oui. Déjà, ce classement doit en grande partie, même en très très grande partie, à la personnalité, à l'abnégation de Aubert de Vilaine.
Et donc, moi, tout de suite, je connaissais Aubert parce que dans ce milieu des grands crus, on se connaît tous. Et c'est un homme que je respecte et que j'admire beaucoup. Et donc, quand on a évoqué ce dossier, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je peux mettre à disposition de ce dossier toute la cartographie qui sera nécessaire et faire des travaux en ce sens si c'est nécessaire. Et donc, je me suis trouvé un petit peu impliqué dans cette démarche. Et je me souviens qu'au début, quand même, c'était pas facile parce que les oppositions étaient assez fortes, non, surtout du côté de la viticulture, il faut le reconnaître. Et les premières réunions auxquelles que nous avions organisées avec Aubert pour essayer de sensibiliser et justement de montrer aux vignerons que tout l'intérêt qu'ils avaient à collaborer à ce projet. On allait dans les réunions de village, il y avait 2-3 Pékins, quoi. Ça n'intéressait pas grand monde. Et c'est là où il a fallu toute la volonté, la force et l'abnégation, je répète, pour que ce dossier avance et que petit à petit, les vignerons se laissent embarquer dans cette aventure et qui a abouti en 2015 de façon magnifique. Alors, pourquoi les vignerons étaient un peu opposés? Ils avaient peur, que ça les entrave. Oui, que ce soit des contraintes supplémentaires Alors, c'est vrai que dans l'exploitation. Ça a mis quelques contraintes, mais si peu. En fait, ce ne sont pas des contraintes, c'était simplement pour leur faire prendre conscience qu'ils étaient justement détenteurs d'un trésor et d'un patrimoine et qu'il fallait le conserver, ce patrimoine, pour le transmettre aux autres. Et c'est ça, la mission essentielle de ce classement n'est pas économique. Bien sûr, elle participe. Ça a sans doute attiré un peu plus de monde, mais il y en avait déjà pas mal de gens qui venaient en Bourgogne avant ça. La mission essentielle pour moi, c'est ça. C'était une mission de conservation de patrimoine et de transmission des valeurs. Donc voilà, et je pense qu'à ce niveau-là, ça a été réussi et ça se poursuit. Et ça se poursuit. Ça se poursuit. Alors, on va aborder je dirais, petite seconde délicate. Tu as cartographié assez récemment la côte chalonnaise, donc à l'image de ce qui était déjà fait pour la côte de Beaune et la côte de Nuits. Ne crois-tu pas que la côte chalonnaise aurait pu être incluse dans ce classement du patrimoine mondial? Oui. Alors la côte chalonnaise et pourquoi pas aussi le vignoble de Chablis et le vignoble du Mâconnais pour n'exclure aucune des sous-régions de la Bourgogne viticole. Oui, bien sûr. Oui, c'est un sujet qui a été toujours en filigrane de tout le dossier depuis le début, évidemment. C'était déjà... les gens qui s'en sont occupés plus que moi sauraient beaucoup mieux répondre à ça, mais ma vision de la chose est que c'était déjà une très grande superficie. La côte de Beaune, la côte de Nuits, une partie de la ville de Dijon, une partie de la ville de Beaune. Il y avait déjà un grand territoire qu'il était déjà pas facile de maîtriser et avec surtout ces oppositions. Remettre la côte chalonnaise ou le chablisien ou pourquoi pas même les Hautes-Côtes aurait considérablement alourdi le dossier. Et je pense que ça l'aurait freiné. Ça l'aurait freiné et ça a apporté des tensions même supplémentaires à l'intérieur de ce dossier. Et quand j'ai fait cette cartographie de la côte chalonnaise, on a un livre aussi sur la côte chalonnaise, un atlas, je me suis vraiment rendu compte en allant voir les gens de cette différence qu'il y a encore, qui est en train de se diminuer, mais très très doucement, entre l'esprit de la côte de Beaune et de la côte de Nuits et l'esprit de la côte chalonnaise. Où la côte de Beaune et la côte de Nuits s'est beaucoup enrichie et l'étoile de tous les amateurs de vin, ils viennent, ils veulent être en côte de Beaune, ils veulent voir la Romanée-Conti, ils veulent voir Pommard, ils veulent voir Meursault. Et puis, après, ils se laissent glisser vers la côte chalonnaise où il y a des terroirs absolument magnifiques, où il y a des vins somptueux, mais qui n'ont pas la même aura. Et donc, voilà, pour l'instant, c'est ça. Alors moi, je pense vraiment qu'un jour,
la côte chalonnaise prendra le pas et suivra le sud de la côte de Beaune, hein, pour être aussi, pourquoi pas, inclus dans ce périmètre classé. Mais en fait, les amateurs de vin du monde entier ne le savent pas vraiment, où ça démarre et où ça s'arrête. Oui, c'est quand même plutôt les climats de la Bourgogne. Voilà, hein, donc il y a une zone, ce que j'appelle les Champs-Élysées de la Bourgogne, voilà. Et puis autour, tout le reste, c'est comme voilà, à Paris, il y a les Champs-Élysées. Ça rayonne sur le reste. Et autour, voilà. Alors maintenant, parlons un peu vin. Toi qui es un fervent défenseur des climats et de la notion de terroir, quelle part du facteur humain accordes-tu au vin? Le sens de ma question, c'est tu sais très bien que tous les vignerons se retranchent derrière leur terroir, derrière un sol, derrière voilà, une climatologie, etc. Et moi, en tant que dégustateur, ou pour avoir dégusté des centaines et des centaines de vins de Bourgogne, je pense que le vin reflète l'âme du vigneron et le sol est l'une des composantes, mais n'est pas que. Enfin, le sol, le climat en tout cas. Toi, comment tu vois les choses par rapport à ça? L'homme est un élément essentiel dans la notion de climat. On ne peut pas distinguer l'homme de cet élément climat qui est, bon, autrefois on appelait ça des terroirs, donc moi je pense que le mot terroir est encore intéressant à utiliser, hein, même si climat c'est plus subtil, mais c'est plus intellectuel aussi, et c'est peut-être plus difficile à aborder pour l'ensemble des gens. Mais les climats de Bourgogne sont une construction totalement humaine. C'est-à-dire qu'il y a une aptitude des sols à générer des produits qui sont de qualité et des produits différents selon l'endroit où on se trouve, l'endroit du lieu. Là, Jacques Irigaud, là, on a fait des livres entiers là-dessus, et très très pertinents. Et pareil pour Jean-Pierre Garcia, et donc et d'autres universitaires. Mais c'est une construction totale. Et la côte est une construction humaine. Elle a été complètement transformée par la main de l'homme. S'il n'y a pas l'homme, cette côte, comme disait, c'est Stendhal qui disait ça, c'est une pauvre terre tristounette qui n'a absolument aucun intérêt. Donc, évidemment, alors chacun apporte sa petite pierre à l'édifice des climats, mais le mieux c'est de pas trop y mettre sa patte. Et après on voit ça pendant les vinifications, c'est-à-dire que si la présence pendant la vinification, la présence de l'homme est absolument indispensable, les années où on n'a pas besoin d'intervenir, elles sont très très rares, faut pas, hein, 1 sur 10 à mon avis. Mais quand on a la chance d'avoir plusieurs terroirs, ce n'était pas mon cas, quoique j'en avais créé au Clotard, au sein du domaine, on avait créé une vingtaine de microclimats. Mais quand on a la chance d'avoir plusieurs climats, ce n'est pas la peine à ce moment-là que l'intervention humaine détruise cette différenciation. Et donc il faut, l'autre jour je dégustais avec un grand vigneron de la Côte de Nuit, et il disait, moi tous mes vins, alors il a depuis le Bourgogne jusqu'au Grand Cru, hein, il a toute une gamme, il dit, moi tous mes vins je les vinifie exactement de la même façon. Et je lui disais, ben, ça bravo, c'est bien. Parce que j'ai un autre copain qui dit, moi je fais mes Chambertin comme ci, mes Clos de la Roche comme ça, mes Morey comme ça, mes Bourgogne comme ça, je ne les traite pas de la même façon. Tu vois, il y a deux approches. Moi je préfère l'approche de celui qui dit, je fais tout pareil, et après c'est le terroir qui s'exprime. Mais cela dit,
quand les conditions sont difficiles, comme les quelques années, enfin surtout l'année 2021 qu'on vient de passer, si l'homme n'intervient pas, il n'y a pas de récolte. Il n'y a pas de récolte. Donc il fait partie éventuellement complètement du terroir. Et puis il entretient le sol, il remonte de la terre, il l'amende, il le fume. Bien sûr, c'est une construction complètement humaine. Donc l'homme est l'élément essentiel du climat. Et du vin. Et du vin. Alors maintenant, Sylvain, parlons voyage. Donc le goût des voyages ne t'a jamais quitté. Peux-tu nous dire quelles sont tes plus belles expériences à l'étranger, tes plus belles rencontres? Et puis, je ne souhaitant pas t'interrompre, je sais que dernièrement tu t'es rendu au Tibet. Et peux-tu nous en dire davantage? Oui, alors les voyages j'ai toujours eu la passion des voyages, et la passion de l'aventure. Mais après, quand on travaille, il faut s'occuper de son job et pas forcément courir le monde. Mais encore, cette grande chance de ce métier, c'est que en étant glotard, j'ai pu en même temps assouvir ma passion des voyages pour mon travail. C'est-à-dire qu'il a fallu, quand on a ressorti le clotard de sa léthargie, il a fallu que je prenne mon bâton de pèlerin et puis que je cours le monde entier pour leur dire toc toc, voilà, il y a du clotard, là, vous ne connaissez pas, mais je vais vous expliquer ce que c'est, etc. Donc là, j'ai fait ça avec beaucoup de bonheur. Je faisais à peu près 2 fois le tour du monde par an. Oui. Donc, avec beaucoup de bonheur, avec des pays où je me sentais mieux que d'autres, ça c'est évident. Mais je dois dire que ce n'est pas dans ces voyages-là que je connaissais vraiment le pays. Oui. On vient te chercher à l'aéroport, on t'emmène dans des grands hôtels, puis après tu t'en vas autre part. Alors parfois j'y suis retourné avec Valérie, 1 fois par an, je l'emmenais dans un de mes voyages professionnels que je prolongeais pendant 8-15 jours comme vacances. Et là on essayait de rentrer un peu plus dans le pays, notamment en Asie. On a fait beaucoup ça en Asie, un peu aussi aux États-Unis. Et puis, donc bon, ça a été formidable d'avoir cette dimension internationale et cet échange de culture. Le vin, ça serait encore tout un chapitre. Le vin est vraiment un vecteur de paix dans le monde. Alors comment après je me suis retrouvé dans cette... en fait, c'est pas au Tibet, c'est côté Chine, c'est au pied des montagnes du Tibet. C'est sur les marches tibétaines, avec des gens qui sont des sino-tibétains, c'est-à-dire chinois. C'est une minorité. En Chine, il y a à peu près 25 ou 26 comme des ethnies, des minorités. Il y a une minorité énorme, qui est la majorité, qui est 95% au moins, c'est les Han. Et puis il y a une vingtaine de toutes petites minorités dont on entend parler, par exemple les Ouïghours, qui sont massacrés. Et moi, j'étais en relation avec Valérie, on est allé aussi plusieurs fois, avec des sino-tibétains, c'est des Chinois, mais d'origine tibétaine. Ils ont le physique de Tibétains, et ceux-là, en plus, des sino-tibétains paysans catholiques. D'accord. Donc il y a tout ce qui me plaît. C'est par le côté, ton engagement religieux que tu t'es retrouvé à aller dans cette zone-là. Complètement. D'accord. Complètement. Par un ami qui est venu, quelqu'un qui est venu faire les vendanges, qui est devenu un ami et qui a bourlingué avec une association qui s'appelle les Enfants du Mékong et qui, à un moment, s'est arrêté dans une zone du Yunnan où il y avait des vignes qui ont été, je la fais très courte, qui ont été des vignes qui ont été implantées par les missions étrangères de Paris, les MEP, et qui, pourquoi ont-ils implanté des vignes? Pour avoir du vin de messe. C'était des évangélisateurs, ces missionnaires, des hommes remarquables qui ont, pour évangéliser, donc célébraient des messes, et pour célébrer des messes, eh bien, il faut du vin, et donc ils ont planté des vignes, et de là est née une tradition viticole dans cette région très éloignée. Il faut plus de 24 heures pour aller là-bas, c'est plutôt 48 heures, c'est perdu de chez perdu. Des gens absolument remarquables. Ils ne sont pas plus de 2000 sino-tibétains catholiques. Parce qu'il y a les sino-tibétains bouddhistes. D'accord. Donc, qu'on aime beaucoup aussi. Tout ça, ça s'entend à peu près. Et donc, j'y vais, sauf
parenthèse Covid, Ouais. je ne peux pas y aller, mais je suis en relation avec eux tous les jours, depuis 2016. Pourquoi je vais là-bas? Pour les aider à mieux faire du vin, pour les aider à mieux vivre de leur travail. Ils ont eu cette tradition viticole, mais ils n'ont pas eu cette tradition vinicole, et ils faisaient plutôt du vinaigre que du vin. Et donc, il y a un potentiel intéressant, il y a des beaux terroirs, très très intéressants. Et ça m'a vraiment interpellé d'aller là-bas. J'y vais de façon tout à fait bénévole, hein, complètement. D'aller là-bas pour aider ces gens à mieux vivre de leur travail, notamment en ce qui concerne le vin, parce qu'ils ne vivent pas que de vignes, ils vivent ce sont des fermiers tous. Ouais. Ils ont des petites fermes en autarcie. Ouais. Hein. Ils ont 2-3 vaches, ils ont des poules, ils ont des cochons, du maïs, du blé, du riz, évidemment, et de la vigne. Et donc, ils font tout ça de la même façon, y compris les raisins. Donc, on leur a appris, on leur apprend, et ça commence à bien marcher, à dire, ben voilà, la vigne, c'est pas tout à fait comme le maïs ou le riz. Faut pas trop faire de raisin, hein, sinon le vin est moins bon. Enfin, tout ça, essayer d'inculquer doucement. Donc, on fait ce vin là-bas avec des moyens rudimentaires. Maintenant, ça commence à bien s'équiper. On a des gens qui commencent à prendre les responsabilités, et notre but, c'est de dégager, de repérer des leaders sur place qui puissent prendre notre relais pour eux-mêmes aider leurs compatriotes. D'accord. Et donc là, on en a 2-3, c'est pas facile. Et puis ensuite, les vins sont vinifiés, sont mis en bouteille, tout ça c'est très compliqué. Je fais un truc très court, mais c'est très compliqué, et nous vendons ces bouteilles sur les réseaux commerciaux de grandes villes, d'ailleurs Shanghai, Pékin, Hong Kong essentiellement. Il y en a un petit peu en France aussi, chez Ideal Wine. Et on les vend cher parce qu'ils nous coûtent cher. Et le revenu permet de développer ce petit domaine et d'essayer de faire mieux vivre ces gens. D'accord. Hein. Et donc tu leur transmets ton savoir, en fait. Voilà, j'aide, je suis là-bas comme consultant. D'accord. Hein. Et je dis les prix de revient sont relativement chers. Non pas qu'au contraire, la main-d'œuvre, tout ça, c'est bon marché, mais hors de question de mettre une table de tri automatique. Nous, c'est 40 personnes. Hein. 40 personnes qui travaillent ce qu'on peut faire en une journée avec une table de tri. Nous, on le fait, il nous faut 40 personnes. Hein. Mais c'est ça le but aussi, c'est de faire travailler les gens, hein, et de leur faire prendre conscience. On a le tri le plus beau du monde. Hein. Les raisins sont triés grain par grain. Putain, c'est pas des violents, hein, mais parce qu'ils s'amusent bien. Les femmes, ça recrée du lien social aussi là-bas. Hein. Et donc ils tirent grain par grain. Le grain, il n'est pas bien. Ils regardent. Ah, non, celui-là, il va pas. Enfin, tu vois. Et les vendanges se font à quelle période de l'année? Un peu comme nous. Un petit peu plus tard. Mais disons que ça s'étale sur une plus grande période parce qu'on a des cépages, ce sont des cépages bordelais. Donc il y a du merlot, il y a du cabernet sauvignon, il y a un cabernet guerniche qui est du carméner en fait. Et donc ça, c'est pas des maturités identiques. Et puis on travaille sur plusieurs villages qui sont quand même avec des climatologies un peu différentes. On est à 2500 mètres d'altitude. Hein. Tu n'as pas pu emporter Pinot Noir et Chardonnay? Eh bien, on est en train. Ouais. Oui, on est en train. Il y en a déjà qui ont été plantés. Oui. Et puis là, on essaye de récupérer des terrains pour en planter. Quand même du temps pour savoir si ça s'adapte. Ça va être expérimental. Il y a un peu de chardonnay déjà. On a des parcelles de chardonnay là-bas. Donc on essaye de faire un vin blanc à peu près correct parce qu'on n'avait pas de pressoir. Donc c'était un peu gênant. Et donc ça commence et on va planter du pinot. Et il n'y avait pas du tout de cépage autochtone en fin de compte? Non. Alors, un seul cépage autochtone. Quand je dis non, c'est faux. Un seul cépage autochtone, il s'appelle le rose honnête, dont on ne connaît pas bien l'origine. C'est un cépage surtout de raisin de table, avec une odeur très très spéciale, et qui serait peut-être genre Malvasia, Malvoisie, comme type de cépage. Ça fait des vins à peu près épouvantables, mais qu'on en fait un tout petit peu parce que ça fait partie de la tradition locale, mais c'est pas terrible. Alors Sylvain, on arrive au terme de cette interview.
si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Si ma vie était à refaire, Oui, non, je crois que je ne changerais pas grand-chose. Euh, Peut-être que, enfin, moi j'ai rêvé d'être médecin, mais pas médecin dans un cabinet français, justement pour aller dans le monde entier. Je me serais bien vu médecin sans frontières, tu d'accord. vois. Bon, ça s'est pas fait. Mon père m'a déconseillé de faire médecine. Bon, si ça c'était à refaire, peut-être que pour varier un peu les plaisirs, j'entamerais une carrière de médecin, D'accord, hein, mais de médecin humanitaire. d'accord. Voilà. Donc, Après, sinon, dans ma carrière professionnelle vin, ben non, j'ai eu tellement de chance que je suis prêt à recommencer la même chose. Et puis justement, on l'a déjà un peu évoqué au travers des différents sujets, mais quel serait ton message global, un message général que tu aimerais faire passer, je ne sais pas, soit aux amateurs, soit aux professionnels, Un message vin, tu veux dire. ou à l'humanité, je ne sais pas. Oui, ben, si on reste dans le monde vigne et vin, et c'est ce que je dis à tous les jeunes que je rencontre, et j'ai le grand plaisir d'en accueillir assez souvent, c'est de leur dire qu'ils s'engagent dans une filière qui est absolument extraordinaire, hein, où il y a beaucoup de choses à faire, parce que c'est une filière, je n'en connais pas d'autres qui soit aussi complète, où tu touches à la terre, hein, tu touches au végétal, tu touches, on ne va pas appeler ça la chimie, mais tu touches à l'œnologie, donc une science quand même complexe. Oui. Hein. Tu touches à l'évolution mystérieuse des vins dans une bouteille, le vieillissement des vins, on ne sait pas trop comment ça se passe. Oui. Il y a encore plein de mystères, et tant mieux, j'espère que ça va rester mystérieux. Tu touches à l'humain, puisque bien sûr tu ne travailles pas tout seul, tu es avec des vignerons, hein, et donc tu dois composer avec eux et si possible les rendre passionnés, parce que c'est un métier de passion. Tu touches au stress de l'agriculteur, qui est toujours à regarder le ciel en se demandant ce qui va lui tomber sur le coin de la figure. Hein. Et puis après, tu touches après à toute une autre dimension, qui est la dimension des relations humaines, la dimension commerciale, la dimension du business, la dimension du marketing. Il faut être un peu malin, moi je sais que j'avais plutôt deux casquettes quand j'allais courir le monde entier, ben, je prenais ma casquette un peu de commercial où tu dois faire un peu d'esbrouf, quoi, hein. Et puis quand je revenais, ben, avec Valérie, on partait faire nos grandes randonnées à vélo et en s'arrêtant dans des petites auberges à 3 sous, quoi. Donc c'est pas le même monde, hein. Et c'est bien. Heureusement que Valérie toujours me disait quand même, de temps en temps, elle me dit attention, là tu es en train de partir, faut revenir sur terre. Il faut redescendre. Faut redescendre. Donc, c'est un monde merveilleux parce que ça touche à tout un ensemble de facettes de l'humain, hein, et de la vie politique et économique. Ouais. Le vin est un facteur de paix. Combien de fois je me suis retrouvé et de dire aux gens, voilà, on est là, on est à Singapour, hein, vous êtes américain, vous êtes chinois, vous êtes russe par exemple, hein, je schématise, on est autour d'une même table. Hein. C'est pas évident que vous vous Il y a pratiquement que le vin qui sait faire ça. Voilà, la convivialité. L'universalité. De la table avec une bonne bouteille. Donc c'est un produit merveilleux. Et puis la dimension quand même religieuse, chrétienne du vin, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Pour moi en tous les cas. Hein, toujours quand on va dans les musées, quand on voit tous ces tableaux où il y a les scènes de l'Eucharistie, les scènes de la Passion du Christ et les repas partagés, il y a toujours le vin, donc le sang du Christ, donc c'est quand même pas rien. Hein. Non, c'est pas rien. Et ça demeure. Encore combien de temps, je ne sais pas, mais avant Noël, on peut en parler. Bon, merci beaucoup voilà. Sylvain de m'avoir accordé ce temps. Et puis, ce que je souhaite, c'est qu'au travers de cette vidéo, j'ai à ma manière, en t'interviewant, gardé une mémoire de tout ce que tu as fait pour la Bourgogne. Écoute, moi je te remercie aussi de cette interview qui
qui m'oblige à reprendre, retourner dans ma mémoire et de réévoquer des souvenirs très très bons. Les moins bons souvenirs, on les oublie. Bien, et Voilà. puis je te souhaite un joyeux Noël. Merci, merci. I bet you're thinking I'm a little too romantic.